32 ticks following. So they are swallowing. Monkey is swallowing. Snake self swallowing. Next, a swallow two will fly and come and swallow. You're ever swallow in a hollow gallow, making a whole lot of halabaloo. Jale Kalu, we know say you chop the money some, so give me the loot. Do you really want a revolution or just your turn? Bonjour Beata. Bonjour Sarah. Alors nous voilà installés pour 50 minutes de conversation autour de l'ouvrage paru que tu as publié l'année dernière. Donc je vais te présenter un peu sommairement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on a de toute façon le temps pour délier tout ça. Donc Beata Omoumouyeyi Mérès, vous êtes née à Boutaré, vous y avez grandi avant de vous installer à Bordeaux en 1994, après avoir fui le génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez fait des études en sciences politiques, travaillé dans l'humanitaire et êtes tombée en littérature un peu par hasard, par la force des mots et de toutes ces histoires non dites qui vous habitaient. Vous avez déjà publié 2 recueils de nouvelles, Ejo en 2015, chez La Cheminante et Les Arts en 2017. Et vous avez aussi publié l'année dernière un recueil de poésie dont le titre était Après le progrès. Donc aujourd'hui, la conversation va se focaliser sur ce roman, Tous tes enfants dispersés, qui a été paru en 2019 aux éditions Autrement, qui est un roman polyphonique, à plusieurs voix, un roman choral avec 3 personnages. Vous venez de recevoir le prix Éthiophile, donc déjà félicitations. Merci. Alors, je vais essayer de parler un peu de ces trois personnages-là qui habitent ce récit pour donner envie à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Alors, donc ces 3 personnages sont Immaculata, la mère, Blanche, la fille, née d'une première union avec un Français très vite parti, et Stockley, le petit-fils, qui revient, qui apprend, et qui embrasse ces 2 générations précédentes de femmes. Donc tour à tour dans ce roman, les personnages prennent la parole, ils se racontent, ils s'adressent à l'autre et partagent leur bout de l'histoire familiale qui se reconstitue comme ça au fur et à mesure de ce roman. Donc je voulais d'abord vous poser une question sur le cheminement en tant qu'auteur, autrice ou écrivaine. Vous me direz ce que vous préférez comme terminologie. Comment vous avez mis dans votre biographie que vous avez été poussée, que vous étiez venu par hasard, et moi j'ai bien envie de savoir un peu plus sur ce hasard. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la fiction, et voilà, comment tout ça comment toute cette nécessité d'écrire est apparue chez vous? Vaste question, très intéressante. Je dirais que oui, effectivement, je n'avais pas prévu de devenir écrivaine. Je le féminise. Ça fait partie aussi de mon positionnement féministe. J'avais pas prévu d'être écrivaine. Alors, par contre, la littérature, je n'y suis pas arrivée par hasard. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme on dit en France. Parce que j'ai commencé à lire très tôt. J'avais la chance à Boutaré, la ville où j'ai grandi, d'avoir accès à beaucoup de livres, puisqu'il y avait 2 bibliothèques, ce qui est quand même assez rare, ce qui était rare dans une petite ville d'Afrique subsaharienne des années 80. Donc la littérature a toujours été là, j'ai beaucoup lu, et tous ces livres que je lisais m'aidaient quelque part, étant une petite fille un peu solitaire, un peu rêveuse, à vivre et à mettre des mots sur des choses que je ne comprenais pas ou qui étaient difficiles. Et ensuite arrive le génocide des Tutsis du Rwanda. J'y survis et j'arrive en France à 15 ans. À ce moment-là, l'idée pour moi, c'était de faire quelque chose, après avoir passé le bac, quelque chose qui soit
Utile dans un sens de quand on survit, en tout cas moi, l'expérience de la survie, c'était d'avoir une deuxième vie, une deuxième chance de vie et qu'il fallait en faire quelque chose justement pour la vie en général, l'humanité. Donc c'est comme ça que je me suis, comme on peut l'être à 20 ans, un peu idéaliste, engagée dans l'humanitaire. Je continuais à lire beaucoup. Je n'écrivais toujours pas. Je ne suis pas du tout de ces écrivaines et écrivains qui ont écrit depuis toujours, ont eu cette habitude-là. Et c'est au fur et à mesure, quelque part, que beaucoup de livres sortaient pour parler de cette histoire spécifique du génocide des Tutsis du Rwanda. Il y avait des témoignages. C'est important qu'il y ait des témoignages. Si je ne fais pas de témoignages, ce n'est pas parce que je ne pense pas que c'est important. Au contraire, c'est essentiel. C'est la parole des gens qui ont vécu cet événement. Néanmoins, à côté des témoignages, à côté des quelques fictions qui ont été publiées, qui n'étaient pas alors publiées par des survivantes et des survivants, finalement, le premier texte de fiction publié par un survivant, c'était Vénus de Kaimahe, juste en 2014. Avant, c'était parfois des Rwandaises et des Rwandais, mais pas des survivants du génocide de 94. Et je me disais qu'il y avait une sorte de façon de raconter qui passe non pas par la grande histoire ou par l'histoire des 100 jours du génocide, mais par tout l'écho et les répercussions de cette histoire sur les survivantes et les survivants, que j'avais envie de raconter moi avec ma voix particulière. C'est comme ça que j'ai écrit ces premières nouvelles, avec une langue qui était donc des textes courts. C'était fait exprès pour avoir une sorte de mosaïque, parce que justement souvent j'entendais des gens qui parlaient ils avaient lu un texte d'un auteur africain et ils avaient l'impression de cette façon de généraliser, de dire tiens j'ai compris la femme africaine, et ce genre de schéma, de cliché m'indispose et m'horripile un peu au point. Donc le choix de la fiction et de la forme courte avec des nouvelles, c'était aussi pour casser un peu ces clichés et ces représentations. Mais avec une langue qui, à ce moment-là, était une langue, alors je dirais pas atome comme Kertész, mais une langue très, très épurée, au plus près de la réalité de cette histoire et qui ne pouvait pas se permettre de flamboyance. Ensuite, j'écris de la poésie. Vous avez parlé du petit recueil de poèmes en prose, et la poésie m'a offert quelque part une sorte comme des ailes dans la littérature, m'a offert une liberté, une respiration qui a amené ce roman, quelque part. Ce roman, c'est à la fois une histoire avec des personnages. Et la poésie, c'est ça. Mais c'est une poésie qui est matinée de Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle. Et je pense que ça, c'est une discussion qui va y avoir beaucoup dans le cadre du festival. C'est comment nous écrivains et écrivaines d'aujourd'hui, écrivons soit en anglais, en portugais, en français, mais que c'est baigné, et pas de façon exotique, mais parce que c'est notre identité, de nos langues maternelles, paternelles, de nos langues africaines. Et moi, en l'occurrence, le Kinyarwanda, qui pour le coup est la même langue pour tous les Rwandaises et tous les Rwandais. Oui. Est-ce que vous vous sentez conteuse? Vous avez parlé de voix. Est-ce que vous vous sentez aussi un peu porte-voix, un peu conteuse, comme ça, un peu à la croisée du roman qui est une sorte de... Aujourd'hui, vous êtes arrivé au roman qui est une sorte de voix, entre guillemets, royale dans la francophonie, et à côté, il y a ce conte qui est une manière, comment dirais-je, viscérale de transmettre des histoires depuis la nuit des temps, et qui a les matinées de nos langues. Moi, j'ai eu la chance de lire vos nouvelles Ejo, qui sont parues sur le titre Ejo, et elles sont comme ça à chaque fois introduites par une expression, une image, un proverbe en Kinyarwanda. Et on sent aussi dans les constructions de vos phrases qu'il y a cette manière d'injecter un peu de cette langue qui matine et qui permet de voir aussi à travers le Rwanda et ses tripes. Enfin, pour moi, les langues, c'est aussi les tripes. Bien sûr. Ah non, mais je vous rejoins tout à fait. Et alors, je ne me sens pas porte-voix dans le sens où, justement, la fiction, pour moi, je réclame notre droit à l'imaginaire, et ce qui nous est souvent refusé, parce que c'est comme si, je crois que c'est Adichie qui disait bien dans une interview que un auteur africain, quand on le lit, c'est comme si on veut lire comme des traités d'anthropologie ou d'ethnologie dans lesquels on expliquerait notre peuple
au reste du monde. Mhm. Et c'est pas du tout ça. C'est nous Oui, alors écrivons, peut-être que je dois préciser. Ouais. Oui. C'est plutôt dans le sens de porter les voix, peut-être. Je me suis peut-être, Oui. l'expression était trahissait ce que je voulais dire. Non, mais c'est Dans le sens où intéressant parce que ça permet de dire oui. ça aussi, oui. Oui, Mais tout à voilà, fait, tout donc à fait. de la fiction, des histoires imaginées, on a un imaginaire, mais cet imaginaire-là, je pense que la langue dans laquelle on apprend à nommer le monde quand on est enfant, c'est aussi la langue de notre imaginaire, quelque part, parce que c'est une façon de nommer les choses. Le Kinyarwanda est une langue très métaphorique, avec beaucoup de proverbes, avec beaucoup d'images. Donc effectivement, dès le début, d'ailleurs, mon tout premier texte, qui est le texte introductif de mon premier recueil de nouvelles, je dis d'où je parle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans les mouvements militants, que ce soit les mouvements lutte contre le sida ou les mouvements féministes dans lesquels voilà, j'ai travaillé ou j'ai milité, d'où je parle. Et d'où je parle dès le début. Vraiment, la première phrase que j'ai écrite, que j'ai publiée, c'est « J'ai appris le français avec les Belges et les Anglais, et l'anglais avec les Canadiens, ce qui m'a toujours donné l'impression de parler une langue de seconde main. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir appris le français avec les Belges, ça veut dire que il n'y avait pas cette relation aux Français que peuvent imposer les Français. Et donc, le français, je m'y sens à l'aise parce que les Belges ne l'imposent pas, c'est pas la langue de l'Académie de Paris, etc. Et le Kinyarwanda, c'est mon imaginaire. Et donc ça, c'est ce qui fait mon langage d'écrivaine. Et les nouvelles, en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon premier recueil de nouvelles est introduit à chaque fois. Chaque nouvelle est introduite par un proverbe. En Kinyarwanda, ça s'appelle imigani, les proverbes. Imigani désigne aussi les contes, qui sont plutôt des fables. Et mon deuxième recueil de nouvelles, qui s'intéresse plutôt à l'enfance, j'ai traduit librement des fables de l'ancien Rwanda. Et effectivement, je pense que cet imaginaire-là, cette façon-là de raconter, de se raconter, qui est dans notre culture traditionnelle, c'était indispensable pour moi de la faire exister dans mes écrits parce que quelque part c'est notre héritage et c'est de là d'où l'on écrit. Et je pense qu'on est plusieurs aujourd'hui de notre génération à faire ça. Je pense à David Diop avec son roman Frères d'âme où il disait bien c'est écrit en français mais avec le rythme du Wolof quelque part c'est de là qu'on écrit. Et ça n'empêche pas on fasse de la littérature en français, en anglais, enfin, tout aussi valable. On peut habiter la langue et en faire un chez-soi, bien à soi qui nous ressemble. Je vous rejoins aussi. J'aimerais en fait, comme on est sur le registre de la langue, comment est-ce qu'on navigue comme ça entre plusieurs langues. J'aimerais qu'on vienne sur ce texte-là qui est paru donc l'année dernière et qui est un récit, on est d'accord, et qui est un récit dans une langue. Alors là, c'est vraiment sans flagornerie, dans une langue magnifique, poétique. On sent que la même année, vous avez fait un recueil de poésie parce que c'est le genre contamine le roman ici. Il y a tout un tas d'images, de métaphores filées, notamment la plus présente et prégnante, qui est celle du fil à recoudre, des familles qu'on reprise, qu'on tisse. Il y a quelque chose comme ça qu'on tricote tout au long et entre les personnages, et entre les histoires, et avec la grande histoire, et avec le lecteur. Donc il y a cette espèce de mise en abîme de cette métaphore qui est très prégnante. Enfin, voilà, moi je voulais aussi vous interroger sur comment vous écrivez concrètement. Est-ce que vous avez des motifs en tête, ou est-ce que vous avez d'abord l'histoire? Est-ce que les personnages vous habitent, ou est-ce que d'abord il y a une sorte de devoir d'écrire quelque chose? Enfin, comment est-ce que vous commencez en fait le récit d'une histoire qui s'étend comme ça? Comment vous avez la genèse en fait en gros de ce roman, tous ces enfants dispersés? Je suis presque allée à reculons. Quand j'ai écrit mes 2 premiers recueils de nouvelles, ça a été compliqué de les faire publier.
C'est-à-dire que j'avais des maisons d'édition, des grandes maisons parisiennes, qui m'écrivaient en me disant « mais on a adoré votre texte, mais on ne publie pas de nouvelles ». Et ça, c'est vraiment une spécificité française. C'est-à-dire que la nouvelle, les éditeurs ont décidé que ce n'était pas bankable et qu'on ne s'y engageait pas. Alors que moi, c'est une forme que je trouve, que j'aime beaucoup, qui est encore très, très appréciée chez les anglo-saxons, chez les Russes, en Amérique du Sud. Donc, je me suis presque faite défenseuse de la nouvelle et les gens me disaient « mais quand est-ce que tu écris un roman ?» Et ça m'énervait, ça m'agaçait un peu en disant « mais je suis nouvelliste et il n'y a aucune honte, on peut être un écrivain, une écrivaine en écrivant que des nouvelles. » Je citais Alice Munro, je parlais de Nadine Gordimer qui est connue beaucoup pour ses nouvelles. Mais c'était compliqué, c'est vraiment compliqué en France. Et un jour, il y a cette histoire, cette histoire de fratrie avec un enfant, une mère qui a 2 enfants de couleurs différentes, entre guillemets, un qui est métis et l'autre qui est noir, et donc brown and black, on dit en anglais. Et comment ça peut se tisser ça? J'avais vraiment envie de parler de la question du métissage et peut-être moins de ce que j'avais fait jusqu'alors, du génocide des Tutsis du Rwanda. Mais j'étais partie pour écrire un 3e recueil de nouvelles et je travaillais, à ce moment-là, je ne travaillais pas parce que quand vous me demandiez comment je travaille, je dirais que j'ai toujours écrit à la sauvette, dans la mesure où j'ai un travail salarié pour vivre, tout simplement, pour payer les factures, et puis des enfants, bas âge, donc l'écriture, c'était presque quelque chose que je volais autant. La nouvelle, pour le coup, s'adaptait très bien à ce format. Et j'étais partie donc pour écrire un 3e recueil de nouvelles, et un soir, je rentre et je dis à mon mari, tu sais, là, j'ai une histoire qui me trotte en tête, qui est... Moi, c'est des histoires, elles viennent, elles tambourinent quelque part, j'y pense tout le temps. Et à un moment donné, il faut que je lui fasse de l'espace. Et j'ai dit, cette histoire-là, je pense qu'elle ne tiendra pas dans une nouvelle et je vais bien devoir être obligée d'écrire un roman. Voilà comment ça s'est passé. Et une fois que je me suis dit, ok, j'écris un roman, j'avais jamais fait ça. Et à ce moment-là, comme j'avais décidé de me donner le temps, donc je n'allais pas travailler. Je vous raconte vraiment les détails du quotidien, mais c'est aussi ça la vie d'un écrivain et d'une écrivaine. Je me suis dit, je vais demander une bourse d'écriture pour pouvoir m'offrir quelques mois sans travailler. Il faut que j'ai un autre revenu. Donc, je fais un dossier de demande de bourse. En France, on a ce qu'on appelle le CNL. Et en fait, j'ai longtemps travaillé dans la gestion de projets, notamment des projets de santé. Et donc, j'ai construit ce dossier de demande comme un dossier de demande de financement pour Médecins sans frontières ou l'OMS, ce genre de choses, quoi. Et finalement, ça a été très structurant parce que je n'avais jamais écrit de roman. Et donc, j'ai vraiment fait quelque chose de très carré avec une chronologie, parce que je me rendais bien compte que c'était une histoire sur 50 ans. Une chronologie, c'était très, très carré. Et ça a été extrêmement efficace pour moi, du coup, parce que je savais ce que j'allais raconter. Je savais, mais en même temps, et ça c'est la magie de l'écriture, je l'ai écrit ce roman en 4 mois à peu près. Pendant que j'écrivais, il y a des chapitres qui n'étaient absolument pas prévus, qui se sont imposés à moi. Par exemple, c'est tous ces échappées que je fais sur la réflexion autour de la langue, de la transmission de la langue maternelle, la partie sur la musique. Je n'avais pas prévu qu'il y ait autant de musique dans ce roman. Voilà. Et le final, le chapitre final, lui, ça a été vraiment au fur et à mesure que je faisais progresser ces personnages, que je leur donnais corps, que je leur donnais une langue, que je leur donnais une voix. Ça s'est construit comme ça. Mais voilà, avec cette histoire, effectivement, comme vous disiez, du tissage, d'une sorte de couture. Je ne suis pas du tout couturière, mais j'admire ce travail artisanal. Et moi, je dis toujours que ma façon d'écrire, c'est je ne crée pas. J'aime pas cette idée de créer un peu surpuissante d'écrivaine. Je fais quelque chose de l'ordre. Ouais, c'est pas démiurgique. C'est vraiment c'est une sorte d'artisanat, c'est-à-dire j'ai mon matériau qui est la langue et puis qui est mon imaginaire.
tous les souvenirs, parce que là, par exemple, je me suis beaucoup servi de mes souvenirs de Boutaré, la ville où j'ai grandi, avec ces jacarandas, ces arbres majestueux qui m'avaient beaucoup marqué. Et de ça, je construis quelque chose, je tisse quelque chose qui devient une histoire. Et vous parlez de vos souvenirs et on sent dans cette espèce de retranscription l'importance des couleurs, l'importance d'odeur, l'importance de la langue aussi, évidemment, qui est présente. Aussi de ces gens qui traversent et de ce refus catégorique et moi cette pudeur qui en fait finalement traverse tout votre travail et que j'ai un peu que je trouve un peu cristallisé dans un personnage, peut-être vraiment un personnage très très secondaire qui est le personnage de Francine, la sœur de lait, donc de Blanche, la cousine. voilà, la fille, où on parle de cette sœur de lait et finalement ce qu'on retient, parce qu'elle a une fin atroce, mais on ne retient pas sa fin atroce parce que c'est éludé. C'est dit en une phrase. C'est dit en une phrase et on retient finalement l'enfance partagée. Le lait partagé, la communauté d'émotions, d'expériences, et puis la communion aussi jusqu'à la fin, puisque finalement ce lait qui les a nourries toutes les deux a créé ce lien presque télépathique entre elles. Et voilà, et c'est vraiment, voilà, c'est cristallisé dans ce personnage, mais c'est vraiment ce que l'on ressent aussi à travers tous ces personnages qui sont forts. Alors évidemment, il y a les 3 personnages importants, ceux qui prennent la parole, ceux qui disent, ceux qui s'adressent, donc Immaculata, Blanche. On parlait de la couleur tout à l'heure, il y a cette espèce Oui. de blancheur, d'immaculé, etc. Dans les noms même des personnages et d'espèces de taches comme ça dans le roman de couleur avec les jacaranda, le fuchsia, etc. C'est un roman qui est très coloré, c'est un roman qui s'entend aussi malgré le silence, qu'on entend le silence. Et puis moi je voulais aussi revenir sur les personnages qui sont absents et dont l'absence est finalement très présente. Ils sont contenus entre les lignes. Un silence assourdissant. Voilà, qui sont les personnages des pères et même du frère, parce que même le frère, même s'il est là, il est déjà absent, même lorsqu'il apparaît. Finalement, c'est ces figures masculines, ces figures du père, du frère, qui traversent comme ça la vie de ces 2 femmes. Voilà, moi j'aimerais que si vous pouviez m'en parler, parce que c'est vrai qu'on parlait de croisement, de métissage. Le métissage, il est dans Blanche, il est visible, puisque ça se voit, elle est au croisement. Il est aussi visible, enfin il est aussi présent chez Bosco, puisque le premier père était français, le deuxième père est Hutu. Les 2 disparaissent quasiment aussitôt après la conception. Mais pourtant, ils sont là. Ils sont là parce qu'ils marquent la vie et le destin de leurs enfants. Et à travers la famille, finalement, qu'on reconstruit, ils sont là sans être là, mais ils sont là, en fait. Et je voulais savoir un peu ce que vous avez à dire sur cette construction de ces deux pères, et puis surtout de ce frère aussi. Comment vous les avez... ou alors, comment vous les voyez, ou peut-être comment les gens les ont reçus aussi. Parce que moi, c'est ma réception, mais il y a d'autres... le livre a 1 an, donc j'imagine que vous avez aussi eu des retours sur cette absence de père, cette absence d'homme. Oui. Alors, cette absence de père, je ne l'avais pas forcément programmée aussi forte, mais j'ai vraiment tenu à ce que ces hommes-là ne soient pas... Je déteste le manichéisme. Et c'était pas les pères en faillite, les pères abandonnant des hommes. C'était de montrer aussi, et alors peut-être que ça c'est mon côté féministe, mais d'un féminisme, ma façon d'être féministe, c'est de dire que les hommes sont aussi enfermés dans la construction de la masculinité.
Et c'était de montrer des hommes qui sont enfermés dans des rôles qui font qu'ils sont absents, qui font qu'ils n'assurent pas leur rôle de père, mais pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, intrinsèquement, parce que la société les a construits comme ça. Et comme mon roman, c'est de dire il y a une possibilité, c'est pas un roman à thèse, mais ce que je crois, je pense fondamentalement et qui retranscrit là, c'est de dire qu'il y a une possibilité de déconstruire les identités assignées. Et au début, je montre justement les générations où les identités ont été assignées. L'identité assignée du blanc, avec ce que ça porte aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être un blanc en Afrique ? Même si, par exemple, le père, au début, il vient avec... C'est quelqu'un de très idéaliste, qui veut abolir les frontières entre les couleurs, qui veut vraiment s'intégrer dans ce pays. Voilà. Il a cette identité assignée par la société noire aussi, par la société rwandaise du blanc. Le père Bosco, alors là, c'est vraiment un métissage. C'était aussi de redire que les Hutus et les Tutsis, en fait, il y a une nation rwandaise, il y a un peuple rwandais, et on pourrait même dire qu'il devrait y avoir une ethnie rwandaise, puisque les Hutus et les Tutsis étaient plutôt des classes sociales, des activités différentes dans l'ancien Rwanda, et ont été cristallisées en tant qu'ethnie, voire race, au moment de la colonisation par les Belges, ont la même langue, la même culture, la religion et un habitat mélangé, donc n'auraient pas dû se retrouver dans cette configuration d'ethnicisation et malheureusement de haine. Et donc ce métissage-là, il interroge et déconstruit aussi cette construction ethnique de notre pays. Et Bosco, lui, c'est aussi la construction du soldat, du militaire, et de la masculinité qui doit réussir et qui doit avancer, alors qu'il y a aussi un traumatisme de ces militaires-là du FPR, qui ont vu au fur et à mesure qu'ils libéraient le pays des corps, des charniers qui ont retrouvé un pays complètement détruit dans son corps et dans son âme. Et ça, c'est aussi une partie de l'histoire dont on ne parle pas. Donc ces hommes-là, je voulais les montrer aussi dans leur enfermement, et pas uniquement en tant que... pas de façon manichéenne, les femmes fortes, courageuses, belles d'un côté, et les hommes intrinsèquement incapables, mauvais de l'autre côté. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu que la troisième génération, ça ne soit pas une fille, mais bien un garçon, et que Stockley soit celui qui déconstruit tout cela. Tout à fait. Le fils qui vient après une lignée de femmes, Anastasia, quand Anastasia Immaculata est blanche, c'est lui qui réconcilie, et effectivement ça brise peut-être l'attente du lecteur, ou en se disant ça sera une lignée de femmes. Là, il y a quelque chose qui est déjoué, et justement vous passez votre temps aussi à déjouer les attentes, et faire en gros user de votre liberté de romancière. Et à côté de ces hommes, il y a des personnages aussi qui sont forts. Je parlais tout à l'heure de la grand-mère qui fonde la lignée, Anastasia, mais il y a aussi ces deux femmes qui vont mettre un temps fou à s'entendre, à se comprendre, à se parler, qui sont Immaculata et puis Blanche. Et Immaculata, donc, qui est la mère qui reste, tandis que Blanche s'enfuit pendant le génocide. C'est la mère qui reste et qui vit le traumatisme. C'est elle qui le transmet aussi à ses enfants et à son petit-fils, mais c'est elle qui vit le traumatisme. C'est elle qui se cache d'ailleurs parmi les livres. Donc il y a l'importance du mot, l'importance du livre, et traverse comme ça aussi votre roman. Et c'est elle qui, entre guillemets, finalement devient la souche de cette famille en reconstruction.
Moi, je voulais vous interroger sur le fait de partir, parce que c'est une femme qui est quittée. C'est une femme qui est quittée à plusieurs reprises. D'une manière ou d'une autre, ils la quittent tous. C'est les pères des enfants, même si ce n'est pas quelque chose de construit, calculé et fait à dessein, ils partent. Bosco part pour la guerre et il part d'une certaine manière. Blanche s'enfuit pour se sauver, mais elle part aussi. Et c'est une femme finalement qui est quittée. Et avec en miroir cette espèce de retrouvailles qui doivent avoir lieu entre, parce que quand on part, il faut aussi revenir. Et finalement, celle qui revient, c'est Blanche. Mais est-ce qu'elle parvient à revenir en fait? Est-ce qu'elle parvient à revenir vraiment? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que quand on part, on peut revenir? Oui. Tout à fait. On peut revenir, mais c'est quelqu'un qui me posait hier la question de la guérison, de dire est-ce que ces personnages guérissent? Et alors moi, je travaille dans le champ de la santé mentale depuis pas très longtemps, mais par exemple pour les gens qui ont eu des dépressions ou qui souffrent de troubles de santé mentale, on ne parle plus de guérison, on ne parle pas de guérison, on parle de rétablissement. Et j'aime bien l'idée d'un rétablissement, c'est-à-dire que je pense toujours qu'il ne faut pas fixer la barre trop haut. Quand on part, on revient, mais tout a changé. Et c'est ça que je dis dans mon roman. Les gens sont revenus, mais tout avait changé. Les gens ont changé, la situation a changé, et forcément, le voyage nous a changé. Et quand on revient, on est resté figé. C'est le drame de tous les exilés. C'est-à-dire qu'ils restent figés dans leur mémoire d'un endroit qu'ils ont quitté. Et le jour où ils reviennent, cet endroit n'est plus le même, forcément. Non seulement parce que l'endroit a changé, mais aussi parce que le souvenir qu'ils s'en sont fait a été magnifié. Donc on peut revenir, mais on est forcément, si on s'attend à retrouver la même chose, si on s'attend à une guérison, on est forcément déçu. Donc c'est aussi une invitation à une sorte de réalisme. Et c'est ce qui se passe entre les deux femmes quelque part. C'est que Blanche va travailler à une sorte de résurrection des mots, ramener la parole. Il y a ce proverbe qui est tout au long et c'est un proverbe qui me tient beaucoup à cœur en Kinyarwanda. Motemele wishavuni, aussi le cou et le couvercle du chagrin. Comment, là où la souffrance a tout mazouté quelque part, a tout englué, on parvient malgré tout à ramener du souffle, de la parole, des mots, et donc un rétablissement d'un équilibre qui n'est pas celui d'avant, mais qui permet de pouvoir quelque part envisager le futur, envisager une relation apaisée. C'est ça. L'apaisement, c'est quelque chose qui... On a l'impression quand on dit la paix, c'est quelque chose d'acquis, de figé, et c'est là. Ce que je préfère, moi, l'apaisement à la paix, tout comme je préfère... je pense qu'on peut plus parler de... C'est performatif, ça se fait, c'est en train de se faire. Ça se fait et c'est sans cesse. Et c'est sans cesse. C'est-à-dire que l'apaisement, je le fais pour moi aujourd'hui. C'est aussi le lien entre le passé et le futur. C'est-à-dire cette histoire de génération. Blanche, elle porte ça. Elle est le potomitan dans le sens où elle a une responsabilité par rapport à la génération d'avant et par rapport à la génération d'après. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on va léguer à nos enfants en termes d'environnement, de terre, d'histoire, mais ça ne peut fonctionner que si on fait le lien avec le passé. Et je pense que ça, c'est une réflexion que notre génération d'écrivains africaines et africains porte beaucoup, contrairement peut-être à d'autres continents, à d'autres lieux sur la Terre. Ce lien entre le passé et le futur, mais d'une façon qui n'est... Et c'est fantastique quand on y arrive. C'est difficile. Effectivement, c'est performatif. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Donc, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut qu'on le fasse sans cesse. Et la parole, malgré tout, c'est ça qui permet ça. C'est ça qui permet cette fluidité-là.
Là où on se tait, on ne peut plus passer. Être écrivain aujourd'hui, c'est être passeur de mémoire et c'est être passeur de pacification. Pacification, j'aime pas ce mot parce que ça a été tellement... Mais c'est être porteur d'apaisement, je pense. En même temps, et je fais le lien avec votre question précédente, vous parliez de cette façon où les choses... Certes, je porte le Kinyarwanda, mais je porte aussi la culture rwandaise dans ma façon d'écrire. En tout cas, je pense qu'on le sent. C'est pas un euphémisme. Les choses ne sont pas dites brutalement, notamment les choses les plus violentes. Et on avait... c'est Gaël Faye, on avait fait une présentation ensemble à la Maison de la Poésie qui disait c'est peut-être le premier roman rwandais dans le sens où il y en a autant dans ce qui n'est pas dit que dans ce qui est dit. Et c'est vraiment notre culture. Je vais juste faire un petit aparté très, très rapide. En fait, moi, dans votre roman, il y a un bouleversement de la première page qui est juste... voilà, on est vraiment happé et j'ai longtemps hésité à lire cette première page et puis j'invite tout le monde à regarder sur YouTube. Il y a Gaël Faye qui lit magnifiquement, donc je me suis dit on l'a lu à deux. Voilà, à deux. Voilà, je vais pas me mesurer à ces lectures-là, donc vraiment j'invite les gens à regarder sur YouTube Maison de la Poésie et puis taper votre nom et puis ils pourront entendre vos mots. Voilà, aparté terminé. Oui, mais c'est vrai que cette idée dans notre culture, il y en a autant dans ce qu'on dit que dans ce qu'on ne dit pas. Et je pense que ça participe aussi à ma langue d'écrivaine, cette culture rwandaise finalement, qui est une culture de la parole où la poésie est très valorisée. C'est vraiment l'art rwandais le plus valorisé traditionnellement, mais qui est fait de métaphores et de beaucoup d'ellipses. Mais on s'entend. On s'entend, on se comprend. C'est ça. Et je l'ai apporté dans le français, quelque part. Comme dit Anastasia, chaque mot, rien de ce que nous disons n'est anodin. Donc les mots peuvent être tranchants, les mots peuvent s'enfoncer brutalement en nous comme des lances, nous écraser tels les gourdins cloutés que les tueurs utilisaient pour défoncer les crânes des nôtres au printemps 94. Les mots sont souvent comme de jolies calebasses, décorées, creuses et fêlées sous leur apparence reluisante, ou traîtres quand un serpent s'y est lové, profitant de la nuit pour se glisser à travers son fin goulot et faire pénétrer dans le cœur des suspicions ou des inimitiés. Et ma mère, donc Anastasia, qui maîtrisait parfaitement les doubles sens de notre langue, prenait soin d'en faire usage avec parcimonie, pour ne blesser personne, pour ne pas laisser entendre le moindre écho hostile après une conversation en apparence anodine. Il y a déjà ce souci et cette maîtrise du mot. Chaque mot compte, chaque mot résonne, chaque mot a son pouvoir. Il y a un pouvoir des mots, les mots créent, les mots blessent, les mots réparent et les mots consolent aussi. Et c'est vrai que ce deuil, parce que c'est aussi un roman du deuil, c'est un roman du silence, mais c'est aussi un roman du deuil, dans ces histoires intimes, sont un peu miroir au deuil de la grande histoire. Et donc je voulais juste finir parce que c'est vrai que j'ai dit que c'était une femme quittée. Et je voulais finir sur enfin, je voulais pas sombrer le lot, mais il y a quand même cette figure très très importante de l'enfant Stockley, qui est donc l'enfant de métis, donc métis de métissage. Voilà, il a 1000 strates identitaires, un peu comme nous, mais en plus, enfin un peu comme chacun d'entre nous, mais parce qu'il est issu de plusieurs plans et qui revient vers elle. Enfin, il revient pas, il vient vers elle. Il l'a choisi, il vient vers elle et lui écrit, et c'est lui qui choisit de raconter. C'est-à-dire qu'il vient vers elle, et physiquement, et par la langue. Et il y a quelque chose dans sa vie, dans son existence et dans son attitude qui répare, qui fait lien. Donc voilà, en fait, je voulais finir sur ça parce que je voulais pas qu'on pense qu'il y a cette espèce de noirceur, parce que ce n'est pas un roman simple. Il y a toujours de la complexité, les choses ne se résument pas. Vous parlez de manichéisme, rien n'est noir, rien n'est blanc, à l'image de Blanche et de Stockley.
tout est complexe. Rien n'est simple, et c'est comme la vie finalement. Et c'est comme la vie. Sur le métissage qui habite aussi son roman, je voulais vous demander, en fait, parce qu'il y a un positionnement de Blanche et une douleur, je pense, il y a une douleur qui traverse ses identités, ses strates identitaires, un tiraillement, puisque finalement on est lorsqu'on est métisse et lorsqu'on est une métisse visible, c'est-à-dire blanc, noir, etc. Enfin, dont la couleur est dans un entre-deux. On grandit sous le regard des autres, en fait. On grandit dans une sorte d'altérité constante, parce qu'on n'est jamais tout à fait l'un, jamais tout à fait l'autre, et c'est toujours l'autre partie que l'on vous renvoie. Et je trouvais que voilà, bon, ça fait écho évidemment À vous, oui, vous êtes métisse aussi. Ah non, je parlais de vous. On parle de vous aujourd'hui, Beata. Mais c'est une conversation, je sais bien. Oui, tout à fait. Parce que ça fonde aussi ces douleurs d'enfance et ces douleurs d'adolescence et ces douleurs d'adulte. Ils ont aussi un écho par rapport à son couple. Bon, ça, j'aimerais aussi qu'on en parle tout à l'heure de son couple, mais d'abord restons sur la position du métis, mais pas forcément sur la couleur de peau, mais vraiment tout ce que ça inclut de grandir dans une altérité que l'on vous renvoie, mais sans cesse. Mais j'ai tenu à voir ces deux métisses parce que entre Blanche et Samoura, son mari, c'est aussi de montrer qu'il y a autant de métisses qu'il n'y a de personnes. On a tous et toutes une histoire différente. Et parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une façon de... Enfin, en tout cas, en France, les métis, c'est génial. Très hypocrite, par ailleurs. Hein. Mais elle est née, elle a grandi sur le continent africain. Elle a eu l'expérience qu'on lui renvoyait qu'elle était blanche. Mais en même temps, elle a une culture qui lui a été apprise. Elle a été à l'école française, donc elle a quand même la culture des Blancs qu'elle a pu acquérir. Et en même temps, elle a le Kinyarwanda, elle a tout ce bagage-là qui sera sa fondation et qui va l'aider. Alors que Samora, lui, est né métisse en France, d'une mère française blanche qu'il a élevée. On lui renvoie constamment qu'il est noir, mais il n'a absolument pas accès à la culture, à la langue de son père, qui pour le coup est martiniquais, donc c'est encore une autre histoire française, qui n'est pas moins violente. Hein. Mais du coup, il commence la vie, il rentre dans la vie avec un vide immense. Alors que Blanche, elle a cette... Et ça, c'est une expérience très différente, notamment quand on parle, j'aime pas du tout cette expression, mais de première, deuxième, troisième génération. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 15 ans. On avait beau me dire, le racisme, ou en tout cas l'extranéisation que je pouvais avoir, me blessait moins parce que quelque part, je savais d'où je venais et que j'avais cette langue, que j'avais cette culture à laquelle aujourd'hui encore, je m'identifie. Ceux qui sont nés ici et qui n'ont pas ça, c'est beaucoup plus difficile pour eux, je pense. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Et du coup, on comprend aussi pourquoi on n'a pas la même quête identitaire. Et j'avais envie de raconter ces différences-là. Encore une fois, comme vous dites, c'est de dire que c'est complexe pour tout le monde et arrêter de nous caricaturer. Clairement. Et j'ai beaucoup aimé cette figure du couple métis. Elle faisait un peu écho à un autre roman que j'ai lu cette année qui est de Diana Evans,
Ordinary People, où elle parle justement de couples d'hommes noirs, d'hommes et de femmes noires, et justement qui invite à dépasser justement ce taux de mélanine, parce que souvent on se base sur les apparences. Bon, c'est un couple noir, donc en gros ils sont pareils, il y a homogénéité de couleurs, etc. Et pareil, c'est ce qu'on a très bien vu et ce qui nous a fait tellement de bien avec le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Tout simplement noir, justement, où c'est l'idée de dire, en fait, il y a autant de noirs que de personnes, parce qu'il y a plein d'histoires différentes. Sauf que dans le regard, des Occidentaux, on est tous pareils, quoi. Clairement, et on voit justement dans la quête. Enfin, plutôt la quête, elle est plutôt du côté de Samura, parce qu'il y a une espèce il se débat avec, il lui manque une partie, et il leur manque à tous les deux une partie, mais la partie qui lui manque à lui est plus fondamentale, parce que c'est cette partie-là qu'on lui renvoie dans la société. Le fait justement d'être tout le temps noir dans le regard de l'autre, alors qu'on ne sait pas très bien, parce que finalement il est plutôt il est aussi français que ceux qui le renvoient à son altérité. Ça pose vous parlez de santé mentale, mais on en devient presque schizophrénique, parce qu'on vous renvoie quelque chose que vous n'êtes pas, ou alors que vous n'arrivez pas à être, en fait. Donc il y a cette espèce de recherche, et dans le don, dans le baptême, parce que cette recherche un peu vaine, puisque finalement ce qui n'a pas été ne sera pas. Parce que finalement l'enfance, l'enfance est fondatrice, je pense. L'enfance nourrit l'adulte, donc ce qu'on n'a pas eu comme lait enfants, c'est difficile de le reconstruire par la suite, et peut-être on n'a pas à choisir finalement. On peut être juste ce que l'on est avec. On devrait ne pas avoir à choisir. On devrait ne pas avoir à choisir, mais aujourd'hui, et c'est vraiment la question qu'on se pose toutes les personnes racialisées en France, de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants de façon à ce qu'ils se sentent libres de vivre une certaine vie, alors que l'égalité n'est pas là. L'égalité n'est pas là. Et dès que tu commences à dire, en fait, moi, je suis un peu différente, mais ça ne m'empêche pas de faire partie du corps national. Le grand débat aujourd'hui en France, c'est qu'il y a c'est même pas un débat, mais il y a une vraie violence. On est taxé de séparatisme, juste parce qu'on dit qu'en fait, il y a une multiplicité, et que ce n'est pas... je pense que pour les amis d'Afrique anglophone ou même d'Afrique subsaharienne, ils ne seront pas. Enfin, c'est pas un débat qui leur arrive, parce que il y a tellement de choses plus importantes en ce moment. Mais c'est un moment quand même qui est crucial, parce que de dire l'universalisme, ce n'est pas de se fondre et de disparaître dans une certaine conception de la France, mais on voudrait que l'universalisme, ça soit de pouvoir être soi et français à la fois, et que ça ne soit pas entendable aujourd'hui en 2020, et que la seule réponse qui soit portée par les instances les plus hautes, c'est de dire vous êtes séparatistes. C'est extrêmement problématique, et c'est extrêmement problématique pour les générations de nos enfants, quelque part. Il faut qu'on arrive à dépasser ça d'une façon, j'espère, intelligente et apaisée, mais les efforts doivent être faits, j'ai envie de dire, dans les deux sens. Et moi, je fais partie, mon roman, ça me démontre ça, je suis prête à faire de la pédagogie autant qu'il faut, mais encore faut-il que ça soit entendu en face, et de dire qu'il n'y aura pas de liberté pour nous et pour nos enfants tant qu'il n'y aura pas une réelle égalité. C'est ça la question aujourd'hui. Inégalité et ce n'est pas uniquement un débat sur les questions parce que ce qui ressort aujourd'hui, c'est la question du racisme et du sexisme, ou en tout cas des questions de race, compris, on est bien d'accord, comme une construction sociale et non une réalité biologique, la race et le genre. Et la classe sociale aussi, elle est là. Et il faut qu'on arrête d'opposer la classe
au genre ou la classe à la race, et qui est cette réflexion. Moi, je suis intersectionnaliste et je pense qu'il faut qu'il y ait cette réflexion-là, de façon apaisée et intelligente. Mais quelque part, mes personnages, c'est aussi à ça qu'ils sont confrontés. Et c'est d'autant plus d'actualité, évidemment. Et, en fait, ça m'amène à une autre question, mais qui finalement suit, c'est sur votre posture, vous d'écrivaine métisse rwandaise, publiant dans une maison d'édition en France, et sur comment parce que finalement quand vous écrivez, les gens peuvent s'approprier les lectures et les interprétations à leur manière, sur peut-être les possibles les réceptions, elles sont aussi très 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 positives, mais sur aussi les peut-être possibles petites violences vécues dans le rendu, dans la réception de vos textes. Et là, je fais vraiment allusion à, par exemple, on avait sur une émission de France 5, Alain Mabanckou avait été interpellé par un chroniqueur littéraire qui lui avait demandé, mais quand est-ce que vous arrêterez d'écrire sur l'Afrique? Comme si, voilà, parce que est-ce que pour prétendre être un écrivain reconnu, il faut sortir de qui l'on est, ou faut sortir de sa liberté d'écrire sur le territoire que l'on veut. Écrire sur le. Enfin, mes phrases sont longues, hein, mais en gros, c'est parce que ma réflexion aussi est un peu complexe. Est-ce que écrire sur le Rwanda dans une maison d'édition française, c'est-à-dire que c'est destiné à un territoire, il n'y a pas aussi un effort de traduction, même si la langue est française, est-ce qu'il n'y a pas un effort de traduction à faire pour l'auteur, pour se faire entendre, et puis voilà, les petites anecdotes de réception que vous avez pu avoir. C'est une question qui est fondamentale aujourd'hui, et je ne sais pas du tout si dans le monde anglo-saxon elle est présente de la même façon. Ce que vous disiez sur quand est-ce qu'on arrête d'écrire sur l'Afrique, paradoxalement, c'est aussi, j'avais entendu une interview de Leonora Miano quand elle avait écrit ses premiers livres qui se passent dans un pays d'Afrique donc qui n'est pas nommé, et quand elle avait écrit, je pense que c'était Lettre à Élise, donc cette trilogie afropéenne. Blues pour Élise. Hein. Blues pour Élise, c'est pas Lettre à Élise. Blues pour Élise, je crois que c'est pour ça qu'elle avait quitté Plomb d'ailleurs, où on lui avait dit non, mais des histoires d'Africains en France ou d'Afro-descendants, voilà, nous on veut que vous écriviez sur cette Afrique, qui est une Afrique aussi, sans pays spécifique, donc c'est paradoxal, mais effectivement, il y a quand même une réalité éditoriale française de nous mettre dans des cases. Moi, j'ai déjà une éditrice qui m'a quand même dit le créneau est déjà pris. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il y a déjà une écrivaine rwandaise. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comme si on disait à un Français, il y a déjà un Français qui écrit, en fait, c'est bon, quoi. Le créneau est pris. Il y a quand même encore des éditeurs, des éditrices français qui vont avoir ce genre de... Et surtout, il faut qu'on rejette ça. Il ne faut surtout pas qu'on nous mette en concurrence. Nous, on n'en veut pas. On a autant de voix, autant d'histoires à raconter. Et voilà, donc il y a ça. Il y a vraiment une réalité encore où parfois, le monde éditorial, alors ça peut être... Moi, je ne l'ai pas tellement vécu pour ce roman, heureusement, mais... parce que, par exemple, je n'ai pas voulu que mon roman soit publié au moment de la commémoration du génocide des Tutsis, parce que je dis, non, c'est une œuvre littéraire. Certes, elle témoigne d'une histoire qui est la mienne et qui est celle de mon peuple, mais je ne m'inscris pas dans un créneau de marketing. J'ai une histoire à raconter, j'ai une langue à faire passer, et on est plusieurs à être comme ça. Mais voilà, on va dire, ça c'est un livre qui parle de cette représentation qu'on a aussi de l'Afrique, de la femme africaine violentée, de l'homme enfant soldat. Et non, on écrit des histoires d'hommes et de femmes, d'amour, de mort, de poésie, qui se veulent universelles.
Donc c'est une réalité, on en parle de temps en temps avec les autres auteurs africains et africaines. Je pense que ce qui est chouette, c'est nous, en tout cas, celles et ceux avec qui je parle, qui sont de plein d'autres pays, on ne veut pas rentrer dans ça. Mais c'est un combat au quotidien, je pense. Et puis se pose aussi la question, et je trouve que c'est super qu'il y ait un festival comme Ake qui fait intervenir des gens originaires de toute l'Afrique. Enfin, c'est super. Là, moi, je suis à Bordeaux, rwandaise à Bordeaux. Vous êtes à Abidjan, nigérienne, réunionnaise. Et puis, on participe à un festival organisé par le Yashin à Ake. Enfin, c'est ça qu'on porte, nous. Et quelque part, cette liberté, on la prend dans une sorte... Alors, certains n'aiment pas cette expression panafricanisme, mais en dehors du quartier latin, en dehors de Paris, quoi. Même si, évidemment, on peut être publié à Paris. Et ma démarche, qui est celle d'autres auteurs, je pense à Emily Boom, par exemple, qui intervient aussi dans ce festival, ou Abdourahmane Ouaberi, c'est de dire on garde nos droits pour pouvoir les publier aussi dans l'espace francophone. C'est-à-dire que ce n'est plus à Paris que ça va se décider, que tout va se décider. Parce que c'est un juste retour des choses aussi par rapport au continent d'où l'on vient et d'où viennent nos histoires. Donc voilà, moi, mes nouvelles qui vont ressortir, par exemple, qui ressortent là à la fin du mois, et Jo Lézard, et puis d'autres nouvelles. Donc c'est un recueil de 30 nouvelles qui sort en poche. Mais j'ai gardé mes droits pour pouvoir... toujours chez Autrement, oui. Et je travaille avec Raphaël Thierry, qui va participer aussi au festival, pour pouvoir les faire publier dans une maison d'édition africaine francophone. Aussi pour une histoire de coût, ça c'est important, mais aussi pour participer à la vie éditoriale, littéraire du continent. C'est ça. Pour investir d'autres territoires. On est totalement en phase, et ces territoires-là, ils sont aussi linguistiques. Quid de possibles traductions de vos textes? À suivre, mais non, c'est en cours, mais ça sera aussi... je pense les nouvelles, surtout, seront traduites en premier. Ouais. Voilà. Alors, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Est-ce que vous êtes en dehors de cette attente-là d'être édité par des maisons sur le continent? Vous avez des retours sur des textes, vous êtes ouverte, par exemple, comme le lecteur en fait ce qu'il veut, à des mises en musique, des lectures théâtrales? Est-ce que ce genre de réappropriation des textes, ça vous effraie, ou vous y êtes ouverte? Ah, je l'ai déjà fait, en fait, pour mes nouvelles. J'ai fait une lecture performée avec une amie, alors qui est à Bordeaux, qui est artiste, vidéaste, plasticienne. Et je serai en résidence, d'ailleurs, l'été prochain, pour retravailler cette mise en scène. Et donc, j'aimerais bien pouvoir après, justement parce que je viens aussi de l'oralité, comme nous tous, de pouvoir porter ces lectures performées avec images, avec son, parce que la musique est très présente dans mes livres, de pouvoir aller le présenter sous différentes dans plusieurs villes, et j'espère sur le continent, évidemment. Et ça pourrait être en français, en anglais, pas en portugais parce que je ne parle pas, mais les deux langues, ça sera possible, oui. Alors, je vais vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur la lectrice que vous êtes, parce qu'on est un peu pris par le temps. Dans votre bibliothèque, il y a, Beata? Dans ma bibliothèque, il y a Bessie Head, que j'ai mise d'ailleurs en exergue de tous les enfants dispersés. Il y a beaucoup Nadine Gordimer, dont je suis une fan absolue. Il y a toute cette génération d'auteurs et d'autrices, des gens comme
Dina Mengistu, Adichie évidemment, Sefi Hatta. Il y a des auteurs français comme Pérec, comme Claude Simon, des auteurs européens, je pense à Imre Kertész évidemment, Sebald. Voilà, il y a le monde entier. Il y a le monde entier. Et votre dernier coup de cœur littéraire? Votre dernier coup de cœur littéraire? Alors là, je suis justement dans le cadre d'Ake, je suis en train de lire. Alors je relis et je lis. Je suis en train de lire, mais je l'ai pas terminé. C'est le fabuleux et terrible destin d'Ivan et Ivana de Maryse Condé, le dernier de Maryse Condé, roman de Maryse Condé. C'est ça. Mais j'ai vu que Maryse Condé est dans le jury du prix Étiophile. Elle est jury d'honneur, oui. Donc je ne sais pas si elle a encore lu, elle a déjà lu mon livre, mais oui, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir quand même d'avoir un prix qui est présidé par Maryse Condé. C'est une très très grande dame, oui. Donc, alors dernier coup de cœur dans des lectures récentes. Je sais pas parce que j'ai lu tellement de choses ces derniers temps. Donc... Mais bon, voilà, je suis en train de lire Maryse Condé en tout cas. D'accord. Est-ce que vous écrivez en ce moment? J'ai écrit un peu cet été, comme je vous disais, je travaille. Il y a eu le confinement avec les enfants à la maison, l'école à la maison. Donc, mais j'ai un projet de roman et un récit en cours. Donc deux gros projets commencés et que j'aurai certainement plus le temps d'écrire l'année prochaine. D'accord. Et est-ce que, enfin, je voulais aussi vous poser des questions sur vous parliez de désir d'être publié et être lu sur le continent. Quel est votre lien avec nos Afriques? Parce que moi je vous parle d'Abidjan. Est-ce que vous venez? Est-ce que vous avez envie de venir? Quel est votre lien en fait? Comment est-ce qu'il se manifeste? Alors j'aime bien les Afriques. En fait, entre Africains, on n'a pas besoin de dire les Afriques. On sait que c'est les Afriques. On sait qu'il y a 54 pays. Oui. Mais on est obligé de le dire aujourd'hui quand il y a des gens qui ont encore cette idée de l'Afrique comme Africa is a country. Mais moi, Alors, il y a le rapport au Rwanda qui est... j'aime toujours beaucoup ce pays. Et certes, je n'y habite plus depuis 1994, mais j'y retourne régulièrement. Avec toujours de voir comment les gens ont reconstruit le pays, une admiration pour ce qui a été fait. Et puis le reste du continent, mais je vous disais, moi je suis ce qui se fait en termes de littérature. Oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de continuer à y aller. J'étais au festival Lire à Douala juste avant le confinement avec Emily Boom et Anne-Sophie Stefanini, à toutes les trois. Et c'était une super expérience. On allait dans les écoles, l'université, on a rencontré des lecteurs et des lectrices. Et c'est un pays en plus Douala, j'avais travaillé à Douala 15 ans avant, donc j'étais très contente d'y retourner. Et puis bon, peut-être demain, après la crise, Abidjan, avec grand plaisir. Je reste vraiment très attachée. Enfin voilà, je veux vivre ici. Et je suis aussi admirative des gens comme vous qui retournez là-bas ou qui allez s'installer, qui allez vous installer dans d'autres pays. Ce que je trouve super super intéressant et super plein d'encouragement, c'est cette génération qui va habiter dans un autre pays qui n'est pas forcément son pays d'origine comme vous. Je pense à quelqu'un comme Zuki, qui est très connu dans le milieu littéraire aussi, qui vit à Nairobi alors qu'elle est originaire d'Afrique du Sud. Enfin, toute cette génération foisonnante qui construit l'Afrique d'aujourd'hui et tous les projets que vous mettez en place
Mais, là-bas mais sont tout ça assez... est nourri aussi des récits que vous, les écrivains de la diaspora, portez et publiez, parce que ça donne un écho aussi d'être édité évidemment dans d'autres maisons d'édition. Moi, pour conclure, je voudrais revenir sur le thème justement de ce festival qui fait lien à travers nos littératures, qui est African Time. Vous êtes né au croisement de plusieurs langues. Comment vous l'entendez, cet African Time? Est-ce que c'est le moment de l'Afrique? Est-ce que c'est l'heure africaine? Comment vous le... Bon, traduire, c'est trahir, mais Oui. essayez quand même. Alors, moi, j'avais pensé à cette citation de Ben Okri, que je vais lire, qui longtemps la littérature africaine fut reléguée aux marges. L'un des avantages de cela, c'est qu'elle a maintenant fort à faire. Elle a bien des élans, bien des possibles, bien des sagesses à porter au jour, en temps voulu. Elle se manifestera au monde, prodigue de merveilleuses surprises et de cadeaux inattendus. Mais je pense que ce temps voulu, et c'est nous qui le voulons, c'est pas une place qu'on nous donne, c'est une place que nous prenons. Ce temps est effectivement maintenant, et donc ce titre était très bien trouvé. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, et je suis reconnaissante à vous tous et toutes qui le faites advenir, et on le fait ensemble. Ensemble, c'est le mot qui conclut cette belle conversation, cette belle rencontre. A sense of togetherness. Personnel, et j'espère aussi que ce plaisir de vous découvrir, de vous lire et partager dans cette capsule vidéo. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous, Beata. Merci au Hockey Festival. Tout à fait. If you ever need a new place to go, you can join me in a world of words. Then it seems like I'm nowhere to be found. If you look, you'll find me in a book. Let's take a ride to the past in the back of a phoenix. Let's float around the moon. You'll never be alone. Now you know where to look. Find me, find you, find the world in a book. You'll never be alone. Now you know where to look. Find me, find you, find the world in a book. Sticky, spicy, sweet. Don't touch me. I will get you arrested. Very, very easy. Relax, everybody! He shot you! That 5 minutes madness only you can understand. Visit myspectre.com to get your Spectre experience. Spectre, loans in 5 minutes.
Spectre.